Nous allons donner la parole sans plus tarder à notre premier intervenant, le professeur Dr Christophe Orceau, qui nous vient de Paris. Il est président du Collège Santé de l'Association française de l'éclairage. Il est responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à Paris, également du centre de référence des maladies rares en ophtalmologie et aussi de la pédagogie du certificat d'orthopsie, si je le prononce bien, d'orthopsie. Voilà, donc le thème de son intervention va nous parler de la vision, notamment par rapport aux enfants et aux conditions d'éclairage. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Alors oui, la vision chez l'enfant est importante et le titre c'était « Tout se joue dans la petite enfance » parce que c'est vrai que l'enfant est un être en devenir et la lumière va être importante pour un bon développement de la vision chez l'adulte. L'œil chez l'enfant va grandir, il va y avoir des modifications et on sait que il n'y a pas que l'acuité visuelle qui va être importante dans la vision. On a toujours tendance à réduire la vision à l'acuité visuelle, mais il y a aussi d'autres phénomènes tels que la motilité oculaire, la coordination entre la main et l'œil. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui vont se mettre en place chez l'enfant. Et comment est-ce que vous voulez développer la coordination entre l'œil et la main dans le noir? C'est quelque chose qui va être relativement difficile. Et donc, on oublie souvent un peu que la lumière, ça sert à voir, et chez l'enfant, ça sert à aider au développement. Donc l'œil va grandir chez l'enfant et un des problèmes que l'on peut voir, c'est l'apparition d'une myopie. On y reviendra parce que c'est quelque chose qui est relativement important. Et l'effet de la lumière sur l'enfant peut être bénéfique, c'est le développement harmonieux de la vision. On en a besoin pour que l'enfant acquiert des capacités, ces capacités visuelles qui seront celles de l'adulte, et y compris oculomotrice. J'insiste beaucoup parce qu'on a souvent tendance à trop réduire à simplement la dimension d'acuité visuelle. La lumière peut être neutre, mais elle peut aussi avoir un effet délétère. Et il y a des problèmes avec la lumière bleue. C'est un sujet sur lequel on reviendra. Et la lumière bleue, c'est complexe parce qu'elle est à la fois favorable, elle évite la myopie, et délétère parce qu'elle peut entraîner des lésions rétiniennes chez un enfant dont le cristallin est totalement clair. Donc elle va jusqu'à la rétine. Et c'est tout le problème de savoir quel type de lumière et quel appareil il faut donner aux enfants. En particulier, est-ce que l'enfant doit avoir un ordinateur qui est source de lumière bleue? Et on sait que normalement, avant le collège, quasiment, il ne devrait pas ou très peu avoir d'écran, donc de source de lumière bleue, autre que la lumière naturelle, avec des relations entre la lumière bleue et la lumière rouge qui est certainement très importante parce que la balance bleu-rouge, les deux côtés du spectre visible, sont probablement importantes et jouent sur la réparation qu'il peut y avoir des effets délétères de la lumière bleue. On a évoqué que la lumière rouge, le soir, que vous avez avec un coucher de soleil, eh bien, permettrait de régénérer les cellules qui ont été abîmées par la lumière bleue. Le rôle de la lumière sur le développement, eh bien, on peut étudier ce qui se passe en son absence et on a des cas où il y a effectivement quasiment peu de lumière qui arrive dans l'œil. Mais c'est souvent très difficile parce qu'il y a des modulateurs environnementaux, les UV, la lumière extérieure, qui viennent un petit peu perturber les choses. Alors, on a un cadre où on n'a pas de lumière, ça je vais passer, où on n'a pas de quasiment peu de lumière qui arrive, c'est des formes particulières de ce que l'on appelle des amblyopies, des enfants qui naissent avec une cataracte congénitale, avec des opacifications
finalement des milieux qui font qu'il y a peu de lumière qui pénètre dans l'œil. Et on sait que dans ces cas-là, l'image va être vue floue, mais le développement cérébral est perturbé, et il a été montré avec des techniques d'imagerie in vivo chez l'homme, enfin, ou chez l'enfant, chez le jeune, que le cerveau, l'aire visuelle, ne se met pas bien en place lorsqu'on n'a pas un éclairage qui va être suffisant. Donc on voit que la lumière qu'on peut avoir joue sur la mise en place du système visuel chez le tout petit jusqu'à 5-6 ans. Et au-delà, il y a des perturbations majeures qui vont persister toute la vie. Mais c'est quand même des cas relativement extrêmes. Et chez un enfant qui n'a finalement pas beaucoup de problèmes, eh bien, la vision a 4 fonctions. Une fonction motrice, d'orientation, de détection des obstacles. Et quand il y a un mauvais éclairage, vous allez avoir un ralentissement des apprentissages. L'enfant va avoir du mal à développer les relations œil-main, il va avoir des difficultés pour écrire, et il y a des pathologies, des cataractes tardives qui surviennent, qu'on appelle congénitales tardives, qui vont survenir vers 5-6 ans. L'enfant, finalement, a un comportement visuel qui n'est pas si mauvais, mais les instituteurs, les professeurs des écoles disent « mais il a du mal à acquérir l'écriture, il ne voit pas bien, il n'écrit pas sur les lignes ». Tout simplement parce que cette fonction motrice et cette fonction d'apprentissage est perturbée. La deuxième fonction de la lumière, c'est une fonction qu'on peut dire cognitive, c'est l'humeur. Et vous savez qu'il y a des dépressions saisonnières qui peuvent survenir, c'est plutôt chez les personnes plus âgées, donc ça je n'en parlerai pas chez l'enfant. Il y a des problèmes, il y a une fonction de régulation de l'horloge biologique, de l'horloge interne et du sommeil. C'est un problème chez l'enfant qui va toucher plus des jeunes adolescents. Et la SNAV avait fait une étude qui montrait que les jeunes, des fois, mettaient un réveil la nuit en fin de soirée pour lire leurs messages sur leurs réseaux sociaux, pour pouvoir répondre. Donc, ils se réveillent en pleine nuit, ils ont un bon spot de lumière bleue qui leur arrive dans les yeux, ça retarde l'endormissement, ils ont du mal à se rendormir, et le lendemain, ils dorment en classe, et ils ont des problèmes, c'est une perturbation du sommeil, mais il y avait, je crois, jusqu'à 30% des enfants qui font ça, aux alentours de 10-12 ans, de 10-15 ans. Ils se réveillent la nuit pour ne pas louper un message totalement inutile qu'un copain a pu mettre. Et puis, il y a une fonction visuelle pure qui est la lecture, la reconnaissance des visages, des objets. Et là aussi, comment voulez-vous lire si vous avez, apprendre à lire, surtout que c'est l'apprentissage, si vous avez des reflets, si vous avez une lumière qui est insuffisante, eh bien, vous allez avoir des problèmes. La lecture, il faut revenir un petit peu à ce qu'est la lecture chez l'enfant. La lecture, au départ, est une lecture où l'enfant va déchiffrer, où il analyse le mot, il le convertit, il convertit les lettres en sons, il écoute et il comprend le mot. En fait, quand on étudie les saccades, les petits mouvements oculaires que fait un enfant quand il lit, eh bien, en bas, vous avez en gros ce que fait un enfant, un lecteur lent. Il va s'arrêter quasiment sur toutes les lettres pour comprendre le mot. Alors qu'à votre âge, vous êtes lecteur moyen ou lecteur rapide, vous allez vous arrêter sur des points particuliers du mot, des zones qui vous donnent un petit peu le sens global de tout ce que vous lisez, et on ne fait pas des mouvements aussi importants que l'enfant.
Ce qui fait qu'on a peut-être moins besoin d'un bon éclairage. L'enfant, lui, doit voir exactement toutes les lettres pour arriver à lire les mots. Et une équipe rennaise a montré que la dyslexie serait dans une de ces formes, parce qu'il y a beaucoup de dyslexie, et il ne faut pas dire que ce sont toutes les dyslexies, il y a un problème de perception des yeux, des lettres, et qui vont voir les lettres telles que le B et le D, le P et le Q, comme une seule lettre, avec une certaine rivalité entre B et D, P et Q, ce qui fait qu'il y a des lettres miroirs qui s'installent avec à la fois un B et un D communs. Il y a un autre phénomène, les petits mouvements oculaires ne sont pas bien faits et les enfants ne s'arrêtent pas sur la bonne lettre, ils passent sur une lettre qu'ils auraient dû voir en dernier, puis ils reviennent sur la première. Et l'exemple classique que l'on donne, c'est le terme de dog en anglais. Eh bien, si vous l'inversez, c'est God, c'est Dieu. Donc, vous pouvez confondre le chien et Dieu, ce qui est quand même très problématique dans la compréhension d'un texte. Il a été proposé pour ces dyslexies des lumières stroboscopiques qui vont jouer en fait sur des phénomènes de vitesse de propagation du message visuel au sein du nerf optique pour permettre de favoriser un œil par rapport à l'autre et améliorer la lecture des dyslexiques. Ça supprime ces images miroirs et ça rend aux enfants dyslexiques une lecture qui va être correcte. Mais alors, ce n'est pas encore totalement validé cliniquement, mais il y a déjà des lampes qui sont vendues là-dessus. Enfin, pour terminer, la lumière et la myopie, il y a eu beaucoup d'études depuis plusieurs années. Et un article dans les années 2000 avait montré que les enfants qui dorment avec une lumière, une veilleuse dans leur chambre, avaient un risque accru de 45% jusqu'à 45% d'avoir de la myopie. Alors, ça a été très contesté, ce n'est peut-être pas aussi important, les études qui ont été faites après ont montré que ce n'était peut-être pas vrai, mais ça avait montré le rôle d'une lumière inadaptée dans cette myopie. Et puis, alors, il faut savoir que la myopie, outre le fait d'avoir à porter des lunettes, ce qui est un peu gênant, on peut mettre des lentilles, mais c'est un problème de santé publique parce que les myopes, en particulier au-delà de -4, -6 dioptries, ont un risque accru de complications, de décollement de rétine, de lésions de la choroïde, donc de malvoyance à l'âge adulte. Il y a une épidémie, entre guillemets, de myopie dans les pays d'Asie, avec une augmentation, avec une prévalence de l'ordre de 80%, ce qui est tout à fait énorme, mais dans nos pays, on se croyait un petit peu protégé et on voit que la prévalence augmente petit à petit. On est loin encore des 80%, mais ça monte quand même, donc c'est un phénomène qui est important. Alors, des études ont montré en 2008 que les enfants qui passent plus de temps à l'extérieur et surtout à ne pas avoir d'activité de près ont moins de myopie. Et ça a mis en évidence le rôle bénéfique de la lumière du jour apportée au bon moment, parce qu'il y a aussi des phénomènes de chronobiologie, c'est-à-dire que la lumière doit être apportée quand on doit normalement être réveillé et non pas la nuit. On a vu que la veilleuse la nuit était délétère, de même que les écrans la nuit sont délétères. Donc il y a eu des études qui ont montré qu'il était important d'avoir une lumière solaire et il a été montré que 15 minutes de lumière solaire diminuent la myopie.
Alors, ce n'est pas le seul phénomène, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte, il y a des phénomènes de défocalisation des images, mais la lumière, l'importance de la lumière solaire fait que les écoles en Chine maintenant sont construites avec de grandes baies vitrées, et à une époque on a mis des barres aux enfants pour qu'ils ne puissent pas s'approcher des feuilles, puisque comme ça ils étaient à plus grande distance et ils avaient moins à accommoder. Mais ça n'a pas montré une grande efficacité. Enfin, pour terminer dans le temps, je voudrais également évoquer le problème du sommeil. On l'a déjà évoqué, de ces enfants qui se réveillent la nuit, et c'est peut-être l'un des grands effets toxiques des écrans, c'est que les gens vont les regarder la nuit, le soir. On devrait arrêter les écrans 2 heures avant de se coucher, et probablement l'excès d'écran le soir chez les enfants entraîne des problèmes ensuite d'endormissement, donc des problèmes d'éveil et d'attention le matin, et on va entraîner des décrochages scolaires, parce que les enfants qui vont dormir jusqu'à 10 heures du matin, enfin ou somnoler jusqu'à 10 heures du matin et qui ne comprennent rien à ce qu'on leur a raconté en cours, ils ont plus de difficultés par la suite pour continuer leurs études. Voilà, donc voilà ce que je voulais principalement dire sur l'importance de la lumière chez l'enfant, en insistant d'une part sur la myopie, mais aussi sur l'importance d'un bon éclairage pour acquérir l'écriture, la lecture et la coordination œil-main, qui est quelque chose que l'on oublie un peu trop, en particulier en maternelle. C'est là où on va apprendre à faire les lettres, à dessiner sans dépasser. Et il faut avoir un éclairage, un bon éclairage suffisant et non éblouissant pour acquérir ces compétences. Je vous remercie.